Ma petite amie a demandé une ordonnance d'éloignement, m'accusant de violence psychologique parce que je remettais en question ses dépenses. Bonjour à tous, et bienvenue. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Russell. L'ordonnance d'éloignement demandée par ma petite amie n'a pas seulement mis fin à notre relation. Elle a révélé à quel point nous avions interprété différemment 3 années que je pensais représenter l'amour et le partenariat, mais qu'elle voyait apparemment comme du contrôle et de la violence psychologique. Plutôt que de contester ces allégations au tribunal, j'ai décidé de donner à Amanda exactement ce qu'elle prétendait vouloir, une liberté totale de mon influence et de mon soutien. Amanda et moi nous sommes rencontrés pendant notre avant-dernière année à l'université d'État, où nous nous sommes rapprochés grâce à nos ambitions communes et d'autres affinités. Amanda étudiait le marketing avec une spécialisation dans les produits de consommation, tandis que je me concentrais sur la finance et la gestion des opérations. Nous parlions souvent de la manière dont nos compétences complémentaires pourraient un jour nous permettre de travailler ensemble sur des projets d'entreprise. Après l'obtention de notre diplôme, Amanda et moi avons déménagé dans la même ville, mais nous avons suivi des carrières distinctes qui reflétaient nos forces et nos intérêts individuels. Grâce aux relations de mon oncle dans le secteur des services financiers, j'ai pu décrocher un poste d'analyste dans une société d'investissement régionale qui offrait des opportunités d'avancement et un salaire de départ nettement plus élevé que ce que la plupart des jeunes diplômés pouvaient espérer sur le marché du travail. Amanda, quant à elle, a accepté un poste de coordinatrice marketing dans une entreprise de biens de consommation de taille moyenne, où elle a acquis une expérience précieuse dans le développement de produits, la gestion de marque et le marketing de détail. Son salaire était modeste mais lui fournissait un revenu suffisant pour vivre de manière indépendante tout en acquérant des compétences qui seraient précieuses pour les projets entrepreneuriaux qu'elle avait toujours prévu de poursuivre. Pendant les 2 premières années après l'université, Amanda et moi avons conservé des appartements et une indépendance financière distincte tout en construisant nos carrières et en profitant de la liberté et de la flexibilité qu'offrait la vie de jeunes professionnels dans une ville pleine d'opportunités de développement personnel et professionnel. Nous partagions les dépenses lorsque nous sortions ensemble, maintenions nos propres comptes d'épargne et abordions généralement notre relation comme un partenariat entre égaux, chacun étant responsable de son propre bien-être financier. Mais au cours de notre 3e année ensemble, Amanda a commencé à élaborer des plans pour créer sa propre entreprise, une ligne de produits de soins capillaires naturels qui répondrait aux besoins spécifiques de celles qui cherchaient des alternatives aux traitements et produits coiffants chimiquement intensifs qui dominaient l'industrie de la beauté grand public. Amanda avait étudié cette opportunité de marché pendant des mois, développant des formulations de produits avec l'aide d'un chimiste cosmétique et créant des plans d'affaires qui décrivaient sa stratégie de fabrication, de marketing et de distribution. Après avoir examiné le concept d'entreprise d'Amanda, il était solide et représentait une véritable opportunité de marché dans un segment mal desservi de l'industrie de la beauté. Elle avait identifié des problèmes spécifiques avec les produits existants, développé des solutions innovantes pour y remédier et créer une identité de marque convaincante qui trouverait un écho auprès de sa clientèle cible. J'étais impressionné par la rigueur de sa planification et la passion qu'elle mettait dans ce projet. Cependant, les économies d'Amanda après 2 ans de travail n'étaient pas suffisantes pour financer les coûts de démarrage associés au développement de produits, à la fabrication, à l'emballage, au marketing et à la mise en place de canaux de distribution pour sa ligne de soins capillaires. Elle avait besoin de plus d'argent pour lancer son entreprise correctement, mais elle n'avait pu économiser que très peu tout en payant son loyer, ses prêts étudiants et ses frais de subsistance avec son salaire de coordinatrice. Quand Amanda m'a demandé si je serais prêt à l'aider à financer le lancement de son entreprise, j'étais enthousiaste à l'idée de soutenir ses objectifs entrepreneuriaux et confiant que son projet avait un réel potentiel de réussite. Mes revenus avaient considérablement augmenté au cours des 2 années précédentes, et j'avais épargné de manière agressive dans le but de l'épouser et d'acheter une maison. J'ai accepté de fournir le financement dont Amanda avait besoin pour son entreprise, en structurant notre accord comme une combinaison d'un prêt commercial et d'un soutien personnel qui lui permettrait de se concentrer entièrement sur le développement de produits et le marketing sans se soucier des dépenses de base pendant la phase cruciale de démarrage. Je couvrais le loyer d'Amanda, ses factures et ses dépenses personnelles, tout en fournissant également des capitaux pour les stocks, l'emballage, le matériel marketing et d'autres coûts liés à l'entreprise. Au début, cet arrangement financier a bien fonctionné et semblait renforcer notre relation en nous donnant des objectifs communs et en me permettant de contribuer de manière significative au succès d'Amanda. Elle était reconnaissante de mon soutien, travaillait assidûment au développement de ses produits et à la construction de sa marque, et semblait bien progresser vers le lancement d'une entreprise durable qui pourrait à terme lui apporter l'indépendance et l'épanouissement créatif qu'elle avait toujours souhaité. Mais au fil des mois, le processus de développement de l'entreprise d'Amanda s'est prolongé plus que nous ne l'avions prévu,
et j'ai commencé à remarquer des schémas dans ses habitudes de dépenses qui créaient des tensions et des désaccords entre nous. Amanda faisait des achats impulsifs d'articles coûteux qui n'étaient pas directement liés aux besoins de son entreprise, puis exprimait du stress et de l'anxiété à l'idée de manquer de fonds lorsqu'il s'agissait de payer des dépenses professionnelles essentielles ou des obligations personnelles. Ces habitudes de dépenses sont devenues une source de conflits récurrentes alors que j'essayais d'aider Amanda à comprendre l'importance de budgétiser et de prioriser les dépenses pendant la phase de démarrage, où les liquidités étaient limitées et chaque dollar devait être alloué de manière stratégique. Je suggérais que les achats de luxe devraient être reportés jusqu'à ce que son entreprise génère des revenus, mais Amanda soutenait qu'elle méritait de profiter de certains avantages du soutien financier que je lui fournissais. Les désaccords sur les habitudes de dépenses d'Amanda n'étaient pas seulement une question d'argent. Ils reflétaient des différences plus profondes dans nos approches de la responsabilité financière, de la définition d'objectifs et de l'utilisation appropriée des ressources pendant une période où nous étions censés travailler ensemble vers des objectifs communs. Je considérais mon soutien comme un investissement dans l'entreprise d'Amanda et dans notre avenir commun, tandis qu'Amanda semblait le voir comme une aide financière générale qu'elle pouvait utiliser selon ses propres priorités et préférences. Un incident particulier qui a cristallisé ces tensions s'est produit lorsqu'Amanda a acheté un sac à main de créateur coûtant près de $10 000, justifiant l'achat en expliquant qu'elle avait besoin d'avoir l'air réussi et professionnel lors de ses rencontres avec des détaillants et des investisseurs potentiels pour son entreprise. Quand j'ai souligné qu'il existait des options moins chères qui rempliraient le même objectif professionnel, Amanda est devenue défensive et m'a accusé d'essayer de contrôler ses choix et de saper sa confiance en elle. Cette dispute au sujet du sac à main a dégénéré en une discussion plus large sur notre arrangement financier et les attentes qui l'accompagnaient. J'ai essayé d'expliquer que mon inquiétude ne visait pas à contrôler les choix d'Amanda, mais à garantir que nos ressources limitées étaient utilisées de manière stratégique pour soutenir ses objectifs commerciaux plutôt que d'être détournées vers des achats de luxe qui ne contribuaient pas à son succès à long terme. Mais Amanda a interprété mes préoccupations concernant ses dépenses comme la preuve que j'essayais de contrôler son comportement et de limiter son autonomie, et elle est devenue de plus en plus sur la défensive face à toute suggestion que je faisais concernant le budget ou les priorités financières. Ce que je considérais comme des discussions raisonnables sur l'allocation des ressources, Amanda le vivait comme des critiques et des tentatives de micro-gérer ses décisions. La tension entourant ces désaccords financiers a commencé à affecter d'autres aspects de notre relation. À mesure qu'Amanda devenait plus sensible à tout commentaire ou question que je posais sur l'argent, les dépenses ou la planification d'entreprise, elle m'accusait d'être contrôlant et de ne pas la soutenir chaque fois que j'exprimais des inquiétudes sur les dépenses ou que je suggérais des approches alternatives pour atteindre ses objectifs. J'ai essayé de résoudre ces problèmes de communication en me concentrant sur mon admiration pour le sens des affaires et l'esprit d'entreprise d'Amanda, tout en faisant plus attention à la manière dont j'exprimais mes préoccupations financières. Je ne voulais pas que mon soutien devienne une source de conflit, et j'étais prêt à ajuster mon approche des discussions sur l'argent si cela pouvait aider à préserver notre relation et les progrès d'Amanda vers le succès de son entreprise. Mais malgré mes efforts pour être plus diplomate, la sensibilité d'Amanda à toute question sur ses dépenses continuait de créer des frictions entre nous. Elle semblait interpréter tout intérêt que je montrais pour la façon dont l'argent était utilisé comme une preuve de comportement de contrôle, même lorsque j'essayais simplement de comprendre comment nos ressources communes étaient allouées. La situation a atteint un point de rupture lors d'une autre dispute concernant les dépenses d'Amanda. Cette fois, il s'agissait de sa décision de réserver des vacances coûteuses avec des amis, un voyage qui coûterait plusieurs milliers de dollars à un moment où son entreprise était en retard sur le calendrier et dépassait le budget sur plusieurs étapes de développement importantes. Quand j'ai demandé à Amanda si c'était le bon moment pour une dépense discrétionnaire aussi importante compte tenu des défis auxquels son entreprise était confrontée, elle a explosé de colère et m'a accusé de violence psychologique et de contrôle financier. Amanda a affirmé que j'utilisais l'argent comme une arme pour manipuler son comportement et saper son indépendance, et que mes questions sur ses dépenses constituaient un schéma de violence psychologique. J'ai été choqué par l'intensité de la réaction d'Amanda et la gravité de ses accusations. Je croyais sincèrement que mon soutien financier représentait l'amour et l'engagement, et non la manipulation ou le contrôle. Le décalage entre mes intentions et l'interprétation d'Amanda de mon comportement était si total que j'avais du mal à comprendre comment nous pouvions vivre les mêmes interactions si différemment. Mais plutôt que de continuer à discuter de nos perspectives différentes sur ce qui se passait dans notre relation, Amanda a pris la mesure radicale de demander une ordonnance d'éloignement, affirmant dans des documents juridiques que j'avais été émotionnellement abusif et contrôlant tout au long de notre relation, utilisant le soutien financier comme un moyen de la contraindre et de la manipuler. Lorsque l'ordonnance d'éloignement m'a été signifiée à mon bureau, j'ai été complètement abasourdi,
à la fois par les implications juridiques des allégations d'Amanda et par la prise de conscience que quelqu'un que j'aimais et que j'essayais de soutenir me considérait comme un agresseur plutôt qu'un partenaire. L'ordonnance d'éloignement n'a pas seulement mis fin à notre relation amoureuse, elle a créé un cadre juridique qui me qualifiait de menace pour la sécurité et le bien-être d'Amanda. Lire les documents juridiques qui exposaient les allégations d'Amanda contre moi a été l'une des expériences les plus dévastatrices de ma vie d'adulte. La femme que j'avais prévu de demander en mariage avait convaincu un juge que je représentais un danger suffisant pour elle, au point qu'une séparation ordonnée par le tribunal était nécessaire pour la protéger de mon comportement prétendument abusif. Les documents juridiques d'Amanda décrivaient notre arrangement financier comme un schéma de contrôle coercitif, qualifiant mes questions sur ses dépenses de tentative pour l'isoler et la manipuler. Selon sa requête, mes efforts pour discuter de budget et de priorités financières constituaient une violence psychologique destinée à saper son estime de soi et son indépendance. Après avoir consulté mon propre avocat sur la manière de répondre à l'ordonnance d'éloignement d'Amanda, j'ai pris une décision. J'ai choisi de ne pas contester les allégations ni l'ordonnance d'éloignement au tribunal. Si Amanda croyait sincèrement que j'étais un agresseur dont la présence dans sa vie était nuisible et dangereuse, alors la chose la plus aimante que je pouvais faire était de respecter son évaluation et de lui donner la liberté totale de mon influence qu'elle recherchait. Ma décision de ne pas contester l'ordonnance d'éloignement n'était pas basée sur une admission que les allégations d'Amanda étaient exactes, mais sur la reconnaissance que notre relation était devenue si toxique et dysfonctionnelle que la séparation était probablement la meilleure solution pour nous deux. Si Amanda vivait mon soutien financier et mes préoccupations concernant ses dépenses comme un abus de contrôle, alors continuer ce soutien financier ne ferait que perpétuer ce qu'elle considérait comme un comportement nuisible. Au lieu de la colère ou des tentatives de réconciliation, j'ai choisi de répondre à l'ordonnance d'éloignement d'Amanda par un retrait systématique de tous les engagements financiers et systèmes de soutien qu'elle avait qualifiés d'outils d'abus et de contrôle. J'allais donner à Amanda exactement ce qu'elle prétendait vouloir, une indépendance totale de mon influence financière et de mon implication dans sa vie. La première étape de ce processus a été d'annuler les plans de fiançailles que je préparais en secret depuis plusieurs mois. J'avais déjà acheté une bague, planifié une demande romantique et coordonné avec la meilleure amie d'Amanda pour m'assurer que la demande serait une surprise qui honorerait ses préférences et sa personnalité. Annuler ces plans et rendre la bague de fiançailles, c'était comme reconnaître que l'avenir que j'avais planifié n'existait plus. J'ai également contacté le propriétaire de l'espace commercial qu'Amanda prévoyait de louer pour ses activités, un espace que j'avais accepté de garantir financièrement puisque les antécédents de crédit et les revenus d'Amanda n'étaient pas suffisants pour se qualifier pour le bail de manière indépendante. Comme mon nom figurait sur la garantie et que j'étais légalement responsable des paiements du loyer, j'avais le droit d'annuler l'arrangement, ce que j'ai fait immédiatement après avoir reçu l'ordonnance d'éloignement. De plus, j'ai entamé le processus de retrait de tous les engagements financiers partagés et systèmes de soutien qui finançaient le développement de l'entreprise et les dépenses personnelles d'Amanda. J'ai annulé les cartes de crédit que je payais, fermé les comptes joints qui donnaient à Amanda accès à des fonds, et mis fin aux paiements automatiques pour son loyer, ses factures et autres dépenses récurrentes. Plutôt que d'informer Amanda directement de ces changements, ce qui aurait violé l'interdiction de contact de l'ordonnance d'éloignement, j'ai simplement laissé les conséquences naturelles de mon retrait se dérouler d'elles-mêmes. Amanda découvrirait les changements lorsque les factures arriveraient à échéance, lorsque les cartes de crédit seraient refusées, ou lorsqu'elle essaierait d'accéder à des comptes et des services qui n'étaient plus disponibles. J'ai également demandé à mon avocat d'envoyer à l'avocat d'Amanda une demande formelle de remboursement de l'argent que je lui avais prêté pour le développement de son entreprise, ses dépenses personnelles et d'autres coûts qui avaient été documentés tout au long de notre relation. Puisqu'Amanda avait qualifié mon soutien financier d'abus de contrôle, je voulais officialiser les aspects commerciaux de notre arrangement et demander le remboursement selon les pratiques de prêt commercial standard. Les conséquences de mon retrait systématique du soutien financier d'Amanda ont commencé à se manifester quelques jours après ma décision de respecter sa demande d'indépendance. Amanda a découvert que son bail commercial avait été annulé lorsqu'elle est allée signer les derniers papiers, la laissant sans l'espace commercial sur lequel elle comptait pour ses opérations de fabrication et de vente au détail. Elle finirait par découvrir que la carte de crédit à laquelle je lui avais donné accès serait refusée lors de ses achats de routine, et que les paiements automatiques pour son loyer, ses factures et autres dépenses essentielles cesseraient, ce qui créerait une pression financière immédiate qu'elle n'avait apparemment pas anticipée en demandant l'ordonnance d'éloignement. Les tentatives d'Amanda pour maintenir ses activités commerciales et son style de vie sans mon soutien financier ont révélé à quel point elle était devenue dépendante de ressources qu'elle avait simultanément qualifiées d'outils d'abus et de contrôle. L'indépendance qu'elle prétendait vouloir s'accompagnait de responsabilités financières qu'elle n'était pas préparée à gérer seule. Moins d'une semaine après mon retrait de ces systèmes de soutien financier,
l'avocat d'Amanda a contacté mon avocat avec un ton et des demandes radicalement différents de ceux qui avaient caractérisé sa requête d'ordonnance d'éloignement. Au lieu de chercher une protection contre mon comportement prétendument abusif, l'avocat d'Amanda demandait maintenant des négociations et suggérait qu'Amanda pourrait être disposée à reconsidérer l'ordonnance. L'avocat d'Amanda a décrit sa cliente comme quelqu'un qui avait réagi de manière excessive au stress et aux conflits relationnels, laissant entendre que les allégations de violence psychologique avaient été exagérées et qu'Amanda était désormais intéressée à résoudre nos différends par la discussion et le compromis plutôt que par une séparation légale. Le changement de ton de la représentation légale d'Amanda était frappant et révélait à quelle vitesse sa perspective sur notre relation avait changé une fois qu'elle avait fait l'expérience de la réalité d'une indépendance financière totale. La femme qui avait qualifié mon soutien d'abus de contrôle cherchait maintenant à restaurer les arrangements financiers qu'elle avait prétendus être nuisibles à son bien-être. Mais ma réponse à l'avocat d'Amanda a été calme et inébranlable. Amanda avait fait son choix en demandant l'ordonnance d'éloignement, et je ne faisais que respecter sa décision en lui donnant l'indépendance dont elle prétendait avoir besoin. Je n'avais aucun intérêt à reprendre une relation avec quelqu'un qui considérait mon soutien comme un abus, et je ne me laisserais pas manipuler pour revenir à des arrangements financiers qui avaient été qualifiés de coercitifs et nuisibles. Mon avocat a rapporté que l'avocat d'Amanda semblait stupéfait de mon refus de négocier ou d'envisager une réconciliation, s'attendant apparemment à ce que je saute sur l'occasion de restaurer notre relation une fois qu'Amanda indiquerait sa volonté de retirer ses allégations. Mais j'avais dépassé le point où le changement d'avis d'Amanda pouvait réparer les dommages causés à ma confiance et à mon respect pour son caractère. La demande légale de remboursement de l'argent que j'avais prêté à Amanda s'est poursuivie selon les pratiques de recouvrement standard, mon avocat fournissant une documentation détaillée de tout le soutien financier que j'avais fourni tout au long de notre relation. Les affirmations d'Amanda selon lesquelles ce soutien était des dons plutôt que des prêts ont été contredites par des messages textés et des emails où elle avait explicitement promis de rembourser l'argent par la suite. Alors que la réalité de sa situation financière devenait claire, Amanda a commencé à faire des tentatives de plus en plus désespérées pour restaurer nos arrangements précédents. Même si l'ordonnance d'éloignement interdisait techniquement tout contact direct entre nous, elle demandait à des amis communs de me contacter en son nom, envoyer des messages par l'intermédiaire de son avocat et trouver d'autres moyens indirects de communiquer son regret d'avoir demandé l'ordonnance et son désir de reconstruire notre relation. Mais les expressions de regret d'Amanda semblaient davantage des réactions aux conséquences financières de ses décisions qu'un remords sincère pour les allégations qu'elle avait faites ou une reconnaissance que sa caractérisation de mon comportement avait été injuste et inexacte. Je soupçonnais que si je rétablissais le soutien financier sans aborder les problèmes sous-jacents qui avaient conduit à l'ordonnance d'éloignement, nous retournerions simplement au même schéma dysfonctionnel qui avait créé des problèmes dans notre relation. De plus, la volonté d'Amanda de porter de graves allégations de violence psychologique dans des documents juridiques, pour ensuite les retirer lorsque les conséquences financières devenaient inconfortables, révélait des aspects de son caractère qui me faisaient douter qu'elle soit une personne à qui je pourrais faire confiance avec le type de vulnérabilité que le mariage et un partenariat à vie exigent. Le processus pour me dégager de la dépendance financière d'Amanda a pris plusieurs mois et a nécessité une documentation minutieuse de tout le soutien que j'avais fourni. Mon avocat a pu récupérer un certain pourcentage de l'argent que j'avais prêté à Amanda, bien que des portions importantes de mon soutien financier aient été classées comme des dons ou des frais de subsistance qui ne pouvaient pas être récupérés par une action en justice. La perte financière était significative mais gérable, et je les considérais comme les frais de scolarité pour une éducation coûteuse sur l'importance de maintenir des limites et des attentes claires dans les relations où un soutien financier est impliqué. J'avais appris que la générosité sans responsabilité peut créer du ressentiment et de la dépendance qui, en fin de compte, endommagent les relations plutôt que de les renforcer. Les tentatives d'Amanda pour reconstruire son entreprise sans mon soutien financier ont échoué. Selon des amis communs, elle a finalement abandonné ses projets entrepreneuriaux et est retournée à un emploi traditionnel dans le domaine du marketing. Ses produits de soins capillaires naturels n'ont jamais dominé le marché, et les opportunités commerciales qu'elle avait développées ont été perdues. L'ordonnance d'éloignement qui était censée protéger Amanda de mon comportement prétendument abusif l'avait au contraire séparée du soutien financier et des conseils commerciaux qui avaient été essentiels à son succès entrepreneurial. En cherchant une protection légale contre ce qu'elle qualifiait de contrôle et de manipulation, Amanda avait renoncé aux ressources et aux partenariats nécessaires pour atteindre l'indépendance et le succès qu'elle prétendait vouloir. 6 mois après l'émission de l'ordonnance d'éloignement, l'avocat d'Amanda a fait une dernière tentative pour négocier une sorte de règlement financier ou un arrangement de soutien continu, reconnaissant qu'Amanda avait des difficultés financières et professionnelles sans l'aide que je lui fournissais. Mais ma réponse est restée la même. Amanda avait fait son choix en qualifiant mon soutien d'abus,
et je ne me laisserai pas entraîner à nouveau dans une relation qui s'était avérée destructrice pour nous deux. Cette expérience m'a appris d'importantes leçons sur la différence entre soutenir les objectifs de quelqu'un et encourager son comportement irresponsable, ainsi que sur l'importance de maintenir des attentes et des limites claires même dans des relations caractérisées par l'amour et la générosité. L'incapacité d'Amanda à distinguer la responsabilité financière de la violence psychologique avait révélé des différences fondamentales dans nos valeurs et nos styles de communication qui auraient créé des problèmes continus dans un mariage. J'ai appris qu'un véritable partenariat exige un respect mutuel pour les perspectives de l'autre et une volonté de résoudre les conflits par une communication honnête plutôt que par une action en justice. La décision d'Amanda de résoudre nos désaccords par une ordonnance d'éloignement plutôt que par une discussion continue a montré qu'elle n'était pas intéressée par le type de résolution de problèmes collaboratifs que les relations réussies exigent. Plus important encore, j'ai découvert que parfois, la réponse la plus aimante à la demande d'indépendance de quelqu'un est de la lui accorder complètement, même lorsque cette indépendance entraîne des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. L'ordonnance d'éloignement d'Amanda m'avait donné la permission de prioriser mon propre bien-être par rapport à ses besoins financiers, et cette permission m'avait finalement protégé d'une implication plus poussée dans une relation qui n'était saine pour aucun de nous. Les mois qui ont suivi mon retrait de la vie d'Amanda m'ont permis de prendre du recul sur les signes avant-coureurs que j'avais manqués pendant notre relation et de comprendre comment le soutien financier peut devenir une source de conflit lorsqu'il n'est pas équilibré par des attentes claires et une responsabilité mutuelle. J'avais été tellement concentré à aider Amanda à atteindre ses objectifs que j'avais ignoré les signes indiquant qu'elle considérait mon aide comme un dû plutôt que comme un cadeau. J'ai également reconnu que ma propre approche du soutien financier avait parfois été paternaliste et contrôlante, même si ce n'était pas mon intention. La sensibilité d'Amanda aux questions sur les dépenses était en partie justifiée, car j'avais parfois posé des questions sur ses décisions financières d'une manière qui impliquait une désapprobation plutôt que de simplement chercher à comprendre ou à offrir des conseils. L'expérience m'a aidé à développer une compréhension plus nuancée de la manière dont l'argent peut affecter la dynamique des relations et comment le soutien financier peut créer des déséquilibres de pouvoir qui nuisent à l'intimité et au respect mutuel, même lorsque les deux partenaires ont de bonnes intentions. Dans mes futures relations, je serai plus prudent pour maintenir des limites financières qui préservent l'égalité et l'indépendance plutôt que de créer une dépendance qui engendre du ressentiment. Des années après que l'ordonnance d'éloignement a été émise puis autorisée à expirer, je recevais occasionnellement des nouvelles d'Amanda par des amis communs, bien que je fasse attention à ne pas chercher d'informations sur sa vie ou à encourager les autres à partager des détails sur sa situation. Selon ces rapports, Amanda a effectivement eu des difficultés financières après avoir perdu mon soutien et n'a pas réussi à établir l'indépendance et le succès qu'elle prétendait vouloir. Mais les difficultés d'Amanda n'étaient plus ma responsabilité ni ma préoccupation, et je ne ressentais aucune culpabilité quant aux conséquences de sa décision de qualifier mon soutien d'abus et de chercher une protection légale contre mon implication dans sa vie. On lui avait donné exactement ce qu'elle avait demandé, et les résultats de cette liberté étaient à elle de les gérer. En repensant à l'ordonnance d'éloignement qui a mis fin à ma relation avec Amanda, j'ai réalisé que ces allégations de violence psychologique m'avaient en fait protégé de continuer à investir dans quelqu'un qui aurait créé des problèmes financiers et émotionnels continus tout au long de notre mariage. Son incapacité à distinguer la responsabilité du contrôle avait révélé des traits de caractère qui auraient rendu un partenariat réussi impossible. Le soutien financier qu'Amanda avait qualifié de contrôle abusif avait en fait été le fondement de tout le succès et la stabilité qu'elle avait connus pendant notre relation. Lorsque ce soutien a été retiré, la réalité de ses habitudes de dépenses et de son irresponsabilité financière est devenue immédiatement apparente, confirmant que mes préoccupations étaient justifiées plutôt que contrôlantes. La tempête qu'Amanda avait créée avec son ordonnance d'éloignement avait finalement balayé une relation construite sur des arrangements financiers insoutenables et des valeurs incompatibles sur la responsabilité et le partenariat. En sortant de cette tempête plutôt qu'en la combattant, je m'étais protégé de dommages supplémentaires et m'étais donné l'opportunité de construire des relations basées sur le respect mutuel et une véritable compatibilité. La femme qui avait prétendu que j'étais émotionnellement abusif pour avoir remis en question ses dépenses avait découvert que la véritable indépendance exige la discipline financière et la responsabilité personnelle qu'elle n'avait pas voulu développer en comptant sur mon soutien. Son ordonnance d'éloignement m'avait protégé d'une personne qui aurait été un fardeau financier et émotionnel tout au long de notre mariage. Et pour cette protection, je suis resté reconnaissant.